Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de ce cours sur le calcul intensif. Il vous est présenté par le Centre de compétences national belge en calcul haute performance, EuroCC Belgium. Dans la première partie, nous vous avons présenté les supercalculateurs et nous vous avons montré à quoi ils peuvent servir. Nous avions également décrit l'évolution des supercalculateurs au cours des dernières décennies et présenté ceux auxquels nous avons accès aujourd'hui en Belgique. Dans cette deuxième partie, la structure d'un supercalculateur sera présentée, suivi d'une brève explication de la façon d'interagir avec eux. Enfin, nous verrons comment nous pouvons bénéficier de l'utilisation de supercalculateurs en utilisant le calcul parallèle et quels sont les problèmes liés à la parallélisation. Passons de suite au corps de cette deuxième partie. Alors, de quoi est donc fait un supercalculateur, ou un cluster de calcul? Et comment fonctionne-t-il? De toute évidence, vous ne pouvez pas être connecté localement au supercalculateur, car il se trouve souvent à un autre endroit. Tout comme vous accédez à vos données personnelles dans le cloud, vous vous connectez au supercalculateur par Internet via un protocole de réseau sécurisé appelé SSH. Ainsi, à partir de votre ordinateur personnel, vous accédez au nœud de connexion du supercalculateur. Ce nœud de connexion n'est pas adapté aux gros calculs. Vous devez d'abord écrire un script décrivant les ressources informatiques nécessaires. Ce script est soumis à un planificateur, par exemple Slurm, qui distribue ensuite les tâches au nœud de calcul. Pour rassembler tous les résultats de vos calculs, un système de stockage global, accessible depuis tous les nœuds, est également nécessaire. En option, certains nœuds ont également des accélérateurs, principalement les GPU, appelés communément cartes graphiques, qui peuvent être très efficaces pour certaines tâches, par exemple pour le machine learning. Les composants de base du supercalculateur sont donc les nœuds de calcul qui agissent chacun comme un ordinateur. Ces nœuds sont empilés dans de grands racks qui ont un système de refroidissement. Chaque nœud est composé d'un ou plusieurs CPU, mais aussi de mémoire RAM et d'un peu de mémoire de stockage. Chaque CPU a plusieurs cœurs de calcul et chaque cœur peut travailler sur une tâche. Une mémoire cache partagée est utilisée pour la communication entre chaque cœur. Les GPU, ou Graphical Processing Unit, peuvent être utilisés pour le calcul haute performance et n'en sont plus utilisés uniquement pour le traitement d'images ou les jeux vidéo. Ces GPU, utilisés à des fins plus générales, sont appelés GPGPU pour General Purpose GPU. Les CPU et GPU remplissent des fonctions différentes. Les CPU sont utilisés pour des tâches séquentielles mais très complexes, en utilisant par exemple le pipelining, qui consiste à démarrer une nouvelle tâche lorsque la précédente n'est pas terminée. Par conséquent, les processeurs sont rapides et peuvent fonctionner avec une grande fréquence, autour de 4 GHz, ce qui correspond à 4 milliards d'opérations par seconde. De leur côté, les GPU sont utilisés pour des calculs massivement parallèles. Par rapport aux processeurs qui ont quelques cœurs puissants, les GPU ont beaucoup plus de cœurs mais moins puissants. Cela permet des calculs massivement parallèles et des performances élevées, mais nécessite des programmes appropriés. En général, les GPU sont conçus pour la simple précision. Cependant, pour la recherche scientifique, une double précision est souvent nécessaire. Mais maintenant, il existe des GPU dédiés pour le calcul intensif, tels que l'AMD Instinct ou le NVIDIA Ampere. Pour accéder à un superordinateur, vous devez soit utiliser la ligne de commande sur Linux ou Mac, soit vous avez besoin de logiciels spécifiques, par exemple MobaXterm comme ici à droite. Tout d'abord, vous vous connectez à l'aide d'un client SSH. Ensuite, vous pouvez interagir avec le supercalculateur à l'aide d'un terminal, comme le montre l'exemple avec le cluster Dragon 2 de l'université de Mons. Il existe également des portails internet pour se connecter au supercalculateur avec interface graphique, pour simplifier la vie des utilisateurs. Mais ceux-ci ne sont pas encore disponibles avec tous les supercalculateurs. Pour soumettre vos calculs, vos jobs, vous interagissez avec un planificateur tel que Slurm. Vous devez écrire un script dans lequel vous indiquez la durée maximale de la tâche, le nombre de cœurs et la mémoire nécessaire, comme indiqué ici à droite. Ensuite, le planificateur de tâches vous met dans une file d'attente en fonction des ressources nécessaires et de celles qui sont disponibles. Si votre job dépasse les limites de temps ou de mémoire, il est automatiquement arrêté. Toutefois, si vous demandez trop de temps ou de mémoire, vos tâches risquent de rester trop longtemps dans la file d'attente. Il faut donc bien estimer vos ressources nécessaires avant de lancer un calcul. En Belgique, les supercalculateurs Tier 2 ont des caractéristiques différentes. Certains ont des grandes quantités de mémoire RAM, ou d'autres peuvent être utilisés avec un grand nombre de cœurs, jusqu'à plusieurs centaines, mais sur un temps limité, tandis que d'autres encore peuvent gérer des calculs qui durent plusieurs jours. Donc, avant même de vous connecter à un supercalculateur, assurez-vous de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Nous venons de voir que les supercalculateurs ont une grande quantité de ressources. Mais comment utiliser toutes ces ressources efficacement? Le calcul intensif offre des avantages évidents. Les tâches nécessitant une grande quantité de mémoire RAM de plusieurs dizaines de gigaoctets jusqu'au téraoctet peuvent être gérées, ce qui serait impossible sur un ordinateur personnel. Et des calculs qui prendraient plusieurs jours ou mois peuvent être effectués en quelques heures. Mais cette plus grande puissance de calcul s'accompagne d'autres problèmes. En effet, de grandes quantités de RAM sont nécessaires, mais il n'est pas simple de gérer cette mémoire efficacement. Ensuite, pour vraiment bénéficier de la grande quantité de cœur, l'utilisateur doit paralléliser son code, ce qui n'est pas trivial. Cela nous amène donc à la notion de calcul parallèle. Une analogie simple vous aidera à comprendre comment fonctionne la parallélisation. Prenons l'exemple d'une personne qui construit une maison Lego. Cela lui prend 2 heures. S'il reçoit de l'aide d'une autre personne, cela lui prendrait peut-être un peu plus de 1 heure. Les cœurs d'un supercalculateur fonctionnent de la même façon. Chaque cœur effectue une tâche différente simultanément. Mais bien sûr, le programme doit être adapté pour cela. Dans le cas le plus simple, la parallélisation se fait sur une boucle, où chaque itération est indépendante des autres. En général, certaines parties ne peuvent pas être parallélisées. Dans notre exemple, peut-être que le deuxième constructeur doit attendre que le premier constructeur mette une brique avant de mettre sa propre brique Lego. De plus, la communication est nécessaire entre les travailleurs et cette communication prend un certain temps. Par conséquent, le temps total pour 2 constructeurs sera plus long que la moitié du temps pour un constructeur. Lors de l'exécution d'un programme parallélisé, les parties qui ne sont pas parallélisées, par exemple la lecture d'un fichier d'entrée, limitent l'accélération. Les tâches qui peuvent être totalement parallélisées sont appelées embarrassingly parallel, mais en général ce n'est pas le cas. Imaginez un travail qui prend 8 heures à compléter. Si 75% du temps passé est dans une partie du code qui est parallélisable, donc 6 heures, alors avec 2 cœurs, la durée sera de 2 plus la moitié de 6, soit 5 heures, ce qui correspond à une accélération de 1,6. Avec 3 travailleurs, la durée sera de 4 heures, donc une accélération de 2. Nous observons que l'accélération augmente considérablement moins vite que le nombre de cœurs, et que nous sommes toujours limités par la partie du code qui n'est pas parallélisée. À partir de la loi de Amdahl, nous pouvons calculer l'accélération maximale totale d'un code, en connaissant la proportion de la partie parallèle et le nombre de processeurs. Bien sûr, cela ne prend même pas en compte les communications entre les cœurs. L'accélération effective sera toujours inférieure à cette limite. En appliquant cette formule pour différentes proportions de parties parallélisables, nous observons que même pour 95% de parties parallélisables, l'accélération maximale de 20 est presque atteinte autour de 100 cœurs, soit une accélération de seulement 1/5 de ce qu'on pourrait naïvement attendre. Et il est évidemment contre-productif de demander plus de cœurs. Cela montre l'importance de savoir quelle partie du code est parallélisable. Pour utiliser des supercalculateurs Tier 1 et Tier 0, où vous pouvez demander des milliers de cœurs, il est clair que près de 100% du calcul doit être parallélisable. La façon de faire du calcul parallèle que nous venons d'expliquer implique ce qu'on appelle le strong scaling. Dans ce cas, un problème donné est divisé en tâches de plus en plus petites en augmentant le nombre de cœurs. Mais la taille totale du problème est toujours la même. Ici, un carré représente le temps passé par un cœur pour résoudre une certaine tâche. Cependant, il existe une autre façon de faire du calcul parallèle, le weak scaling. Dans ce cas, le problème est petit au début et un nouveau cœur reçoit un problème similaire. Ainsi, le nombre de cœurs augmente avec le nombre de tâches à résoudre et, en théorie, si vous affectez une tâche à un cœur, le temps de calcul devrait être le même quelle que soit la taille totale du problème. Le weak scaling est beaucoup plus efficace que le strong scaling. Répétons l'avantage de ce cas. Disons que votre programme résout un problème avec un seul cœur. Si vous augmentez la taille du problème d'un facteur n et le nombre de cœurs du même facteur n, alors le temps de calcul sera le même que pour votre problème initial. Cela signifie également que l'accélération augmente linéairement avec le nombre de cœurs, quelle que soit la taille de la partie non parallélisable. C'est aussi ce qu'on appelle la loi de Gustafsson. Cependant, comme pour le strong scaling, il s'agit du scénario idéal où les communications ne sont pas prises en compte. Il existe différents modèles pour effectuer le calcul parallèle. Les 2 modèles principaux sont les modèles de mémoire partagée et les modèles de mémoire distribuée. Dans le modèle de mémoire partagée, tous les travailleurs travaillent sur le même ensemble de données et partagent la même mémoire. L'inconvénient est que vous avez besoin d'une synchronisation entre les travailleurs. Dans l'analogie avec les Lego, les constructeurs travaillent avec les mêmes pièces, mais doivent se parler pour s'assurer qu'ils n'interfèrent pas avec ce que fait l'autre.
Cela crée un surcoût en temps. Ce modèle est le plus souvent réalisé avec l'API OpenMP pour Open Multiprocessing. D'un autre côté, avec la mémoire distribuée, les travailleurs fonctionnent de manière totalement indépendante, chacun sur un ensemble de données distincts et avec une mémoire différente sur des nœuds distincts. Cependant, ils doivent communiquer à la fin pour recueillir les données. Dans notre analogie Lego, chaque constructeur construit une partie totalement différente de la maison, mais à la fin, ils doivent partager leur travail les uns avec les autres pour avoir une maison complète. Par rapport à la mémoire partagée qui pourrait être effectuée sur différents cœurs du même nœud, donc également sur un seul ordinateur, la mémoire distribuée a nécessairement besoin d'un cluster complet avec plusieurs nœuds. Les deux modèles sont donc complémentaires et pour une parallélisation optimale, on peut les combiner. Finalement, un des problèmes principaux est que chaque travailleur, chaque cœur, doit avoir la même quantité de travail à faire, de sorte qu'aucun travailleur ne doit attendre trop longtemps les autres. Cet équilibrage de charges est essentiel pour effectuer un calcul parallèle efficace. La hiérarchie entre les différents types de stockage est également essentielle. Si le cœur a besoin d'informations de la RAM, cela prendra plus de temps que si ces informations sont dans le cache. En général, plus on s'éloigne du cœur, plus l'information prendra du temps à arriver. En pratique, chaque cœur conserve les données les plus importantes dans un registre qui sont écrites à partir des caches locaux au niveau du cœur, L1 ou L2. La synchronisation entre les caches locaux doit se faire via un autre cache, commun au CPU, ici L3. Si les informations ne sont pas dans le cache, les cœurs doivent accéder à la RAM, ce qui ralentira les calculs. C'est encore pire si les informations se trouvent sur un disque ou sur un autre nœud. Ainsi, la formation doit être aussi proche que possible du cœur, ce qui montre que la communication est un goulot d'étranglement pour les calculs de mémoire distribuée. Pour les GPU, la RAM est différente de la RAM des CPU, de sorte que les informations doivent également être transférées efficacement vers le GPU. En pratique, comment l'utilisateur peut-il faire fonctionner un programme en parallèle? Il existe plusieurs méthodes qui dépendent du niveau de parallélisation. Au niveau du cœur, il y a le principe de vectorisation, qui consiste à effectuer plusieurs opérations similaires à la fois en tant qu'opération vectorielle. Ensuite, au niveau du nœud, nous avons le parallélisme de la mémoire partagée avec le multithreading et l'API OpenMP. OpenMP propose un moyen facile de faire du calcul parallèle et a été adopté par une grande partie de la communauté scientifique. Il fonctionne sur macOS, Windows et Linux. Son implémentation est assez simple et possible avec des programmes en Fortran, C ou C++. Pour les GPU, il existe différents protocoles en fonction du type de carte graphique. CUDA est pour NVIDIA, HIP est pour AMD et OpenMP a également un protocole pour les accélérateurs. Enfin, au niveau du cluster, MPI ou Message Passing Interface est le standard le plus utilisé pour la mémoire distribuée. MPI a été implémenté dans de nombreux langages de programmation tels que C, Python, Fortran, Perl, Java et ainsi de suite. Mais son implémentation dans un programme est un peu plus compliquée qu'OpenMP. Il existe également une version open source de MPI appelée OpenMPI. Vous devez également savoir qu'il existe plusieurs bibliothèques qui peuvent effectuer de nombreuses opérations mathématiques ou numériques standards de manière efficace. Par exemple, pour l'algèbre, vous avez les bibliothèques BLAS et LAPACK. Pour la transformée de Fourier rapide, il existe la bibliothèque FFTW. Pour écrire et lire des fichiers en parallèle, vous pouvez utiliser HDF5 et NetCDF. Peut-être que tout cela vous semble trop compliqué et que vous ne voulez pas passer trop de temps à apprendre à programmer en parallèle. Cependant, il y a une bonne nouvelle pour vous. Beaucoup de programmes scientifiques ont déjà des versions parallèles et sont déjà installés sur les clusters. Tout ce que vous aurez à faire est de vérifier que vous utilisez la quantité correcte de nœuds et de cœurs afin que les clusters soient utilisés efficacement. Mais cela ne nécessite pas beaucoup plus que quelques compétences informatiques de base. C'est donc la fin de ce cours sur le HPC. Passons maintenant aux conclusions. Nous avons vu que la méthode qui permet l'incroyable efficacité des supercalculateurs est la parallélisation des calculs. Cette parallélisation peut se faire en utilisant différentes méthodes, sur un seul nœud, sur plusieurs nœuds ou même sur des GPU. Toutes ces méthodes ont leur avantage et leur inconvénient. Le principal inconvénient réside dans les communications nécessaires entre les différentes unités de calcul. Mais le message important que vous devez retenir ici est que vous n'avez pas besoin de compétences élevées en programmation pour utiliser les supercalculateurs et utiliser des programmes en mode parallèle. Leur utilisation est simplifiée pour atteindre le plus grand nombre de chercheurs possible. Bien sûr, pour ceux qui recherchent des défis en informatique, la demande de personnes qui programment sur des systèmes de calcul intensif est assez élevée, alors n'hésitez pas à apprendre ces modèles de programmation. Si vous souhaitez des informations sur le HPC et les supercalculateurs en Belgique,
Si vous avez besoin de formations vidéo ou d'informations sur les futures formations en présentiel, vous pouvez les trouver sur notre site ou sur les sites du CCI et du WSC. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter en utilisant notre formulaire de contact sur le site internet. Enfin, nous tenons à remercier nos financeurs, l'Union européenne, le FWO et la région Wallonne, ainsi que nos partenaires, Senairo, le VSC et le CCI. Merci également à vous d'avoir regardé la vidéo, et nous espérons que vous rejoindrez la communauté du calcul intensif très bientôt.